Ciao les fans, j'espère que vous êtes prêts car dans cette vidéo on va parler d'un des hommes les plus importants de l'histoire du sport automobile, voire de l'automobile, Enzo Ferrari. Si vous demandez à n'importe qui de vous citer une équipe de Formule 1, il y a de grandes chances que cette personne vous réponde Ferrari. En gros, dans cette vidéo, on va faire un petit peu comme dans la série Pas champion mais victorieux, que vous pouvez aller voir après celle-ci, et vous allez voir que la vie d'Enzo Ferrari, ce n'est pas très simple. Pour vous teaser un petit peu, je dirais qu'il a dû résister au fascisme pendant la guerre. Bref, j'en dis pas plus, retraçons la vie du créateur de la marque la plus prestigieuse de l'automobile. Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari est né à Modena en Italie le 18 février 1898. Son père Alfredo Ferrari est le propriétaire d'un atelier de métallurgie auquel il ajoutera une annexe consacrée à l'automobile. C'est comme ça qu'Enzo découvre le monde de l'automobile en parallèle de ses études à l'école technique de Modène. Il assiste pour la première fois à une course sur le circuit de Bologne en 1908 avec son père. Mais quelques années plus tard, Enzo va devoir faire face à un moment très difficile de sa vie. Ouais, son père et son frère contractent la grippe et décèdent en 1916. Juste après, Enzo est appelé sous les drapeaux et lui aussi contractera la grippe en 1918. Avec ses disparitions et la guerre, Enzo a dû arrêter ses études. Il se met maintenant à chercher un emploi. Mais sa vie va prendre un tournant décisif en 1919. Passionné par la compétition automobile, Enzo Ferrari va rencontrer un pilote essayeur, Ugo Sivocchi, qui réussira à faire engager Enzo à ce poste. Alors que les courses automobiles reprennent en Italie, Enzo fait l'acquisition d'une CMN 1520 et convainc son ami Nino Beretta d'être son copilote pour la Parma Poggio di Bercetto. Et il finit 4ème de sa catégorie, ce qui n'est vraiment pas dégueu. Quelques courses plus tard, en 1920, les choses s'accélèrent parce que le jeune Italien de 22 ans devient pilote pour Alfa Romeo. Il pilote désormais des voitures capables de gagner quasiment chaque course auquel il participe et Enzo ne se fera pas attendre pour montrer son talent. En 1923, Ferrari va faire une rencontre qui peut paraître anodine, mais qui des années plus tard sera à l'origine d'un des symboles les plus emblématiques de l'automobile. Enzo est présenté à la noble famille Baracca, dont le fils Francesco était un as de l'aviation italienne durant la guerre. La comtesse Paolina lui offre le cheval cabré noir qui frappait le fuselage du fils Francesco qu'il avait lui-même emprunté à un aviateur allemand qui l'avait abattu. Et ouais, voilà d'où vient le cheval cabré. En 1929, Enzo crée la Società Anonima Scuderia Ferrari qui a pour but de préparer les voitures des pilotes Alfa Romeo. Cette petite structure basée à Modène n'est pour le moment qu'une filiale de la grande italienne. De par son charisme et son talent d'organisateur qui lui vaudront plus tard le surnom de Commendatore, des pilotes de plus en plus renommés lui font confiance. Comme Tazio Nuvolari qui était l'un des meilleurs pilotes de l'époque et de ce fait, Enzo se fait un nom dans le sport automobile. Mais les années 30 sont un véritable combat pour Enzal. Le Commendatore avait une seule passion dans sa vie, un seul amour, le sport automobile. Et malgré les coups durs qui vont suivre, son obstination va permettre à ses rêves de se réaliser. En 1931, le Commendatore met un terme à sa carrière de pilote et toujours cette même année, il flanque l'une de ses voitures du cheval cabré. En 1932, la renommée d'Enzo Ferrari se renforce encore plus lorsqu'une de ses voitures remporte les 24 heures de Spa, mais surtout, Enzo devient papa du jeune Dino Ferrari. L'année suivante, Enzo décide de quitter Modène pour s'installer à Maranello, pour installer sa structure à Maranello. Mais deux événements vont venir un petit peu bouleverser le commerce de l'italien. En 1933, le gouvernement italien nationalise Alfa Romeo et le constructeur se retire de la compétition automobile, refusant alors de fournir de nouveaux modèles à Enzo Ferrari. Pire, les Français de chez Bugatti deviennent de véritables menaces, ce qui a pour effet de créer des tensions entre Enzo Ferrari et Tazio Nuvolari, son pilote numéro 1, et ce dernier ira rejoindre Maserati. Ouais, pas la meilleure période pour le commandant. Alors Enzo réagit. Pour contrer les problèmes de fournisseurs qu'il pourrait avoir, il décide avec quelques-uns de ses mécaniciens de rénover d'anciens modèles Alfa Romeo. Plus tard, il parvient à obtenir d'Alfa Romeo les derniers modèles, les P3, et il réussit à embaucher deux grands pilotes. Enzo aura surmonté les difficultés et cela en dit long sur le personnage. Mais pas de chance car l'un de ses nouveaux pilotes se tue à Monza et l'autre ira rejoindre Mercedes l'année suivante en 1934. Mince. Pas grave, il en prend deux autres dont un arraché à Bugatti qui deviendra champion d'Italie avec les Alfa Romeo P3 d'Enzo Ferrari. Comme quoi, faut pas trop chercher à Enzo. Plus tard, son ex numéro 1 qui était parti chez Mercedes, Tazio Nuvolari, revient chez Ferrari et Enzo parvient à recruter un certain Giuseppe Farina. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais malheureusement, les choses deviennent beaucoup plus sombres en 1937 avec l'arrivée de Benito Mussolini au pouvoir. Ce dernier se sert de la Scuderia Ferrari comme d'un instrument pour sa politique étrangère et Alfa Romeo va renforcer son contrôle, ce qui réduit drastiquement l'autonomie d'Enzo Ferrari. Et il n'aime pas ça parce qu'un homme de sa trempe a besoin d'avoir une main forte pour pouvoir accomplir sa mission.
Cette restructuration forcée dans le but de faire briller l'Italie fasciste à travers le monde ne va pas porter ses fruits et le concepteur des Alfa Romeo P2 et P3, Vittorio Giarno, en paiera le prix. Et le prix fort, hein. C'était le fascisme quoi, c'était la guerre, c'était pas Jojo quoi. Il y avait mieux. Niveau bisounours, on était plutôt loin quoi. Finalement, Alfa Romeo finit par engloutir totalement la Scuderia Ferrari et Enzo, ne supportant plus la pression et l'espace réduit, décide de quitter Alfa en déclarant « Je ne souhaite pas abdiquer mes convictions ». Enzo retourne à Modène dans ses locaux et il crée l'Auto Avio Costruzioni qui fabrique des pièces pour voitures et avions. Il sera rejoint par quelques mécaniciens fidèles avec lesquels il va se pencher sur la conception d'une voiture de course. On dirait un peu la résistance face à l'Italie fasciste et à Mussolini. Mamma mia. Mais ces travaux sont difficilement réalisables avec la guerre. Il pourra se concentrer réellement sur l'automobile à partir de 1945. Et 2 ans plus tard, en 1947, la première voiture Ferrari voit le jour, la 125S. C'est donc une victoire pour Enzo qui vole dorénavant de ses propres ailes et sa voiture ne tardera pas à remporter une course puisque celle-ci s'impose à Rome le 25 mai 1947 entre les mains de Franco Cortese. Une victoire qui en appelle d'autres. Beaucoup d'autres. En 1949, la Ferrari 166 MM devient la première voiture de Maranello à remporter les 24 heures du Mans et 2 années plus tard à Silverstone, José Froilán González fait triompher Ferrari en Formule 1, le premier succès en mondial de la Scuderia qui se lance maintenant à la conquête du monde et qui devient rapidement une référence dans le milieu de l'automobile avec à sa tête Enzo qui endosse à merveille le rôle du Commendatore. Malheureusement, en 1954, un événement tragique survient lorsque son fils Dino meurt d'une dystrophie musculaire. Enzo est effondré et passe à un rien de tout lâcher, mais ce qui le motive à continuer, ce sont les premiers rondements du V6 dessinés par son fils. Dès lors, Enzo change de comportement. Celui-ci reste pour la plupart du temps enfermé dans son bureau, tout en restant extrêmement proche de sa marque. Mais les problèmes ne sont pas finis pour Enzo, car en 1963, la marque Ferrari est dans de graves problèmes financiers et Ford est à 2 doigts de tout racheter. Alors que tout est presque finalisé, Enzo, dans un sursaut d'orgueil, annule tout et garde le contrôle de sa marque. C'est tout ou rien. Cette querelle déclenchera une grosse rivalité entre la firme italienne et américaine qui s'illustre principalement aux 24 heures du Mans. Pour sauver sa marque et sa raison de vivre après plusieurs années d'insécurité financière, Fiat intègre à 50% la Scuderia Ferrari et celle-ci s'assure d'un avenir. C'est un petit peu technique mais ça veut dire que Fiat rachète à moitié Ferrari. Donc vous avez compris que Ferrari appartient désormais à moitié à Fiat, hein. C'est la réciproque quoi, Les choses stabilisées avec les problèmes financiers réglés, Enzo dirige plus sereinement la Scuderia avec l'image de l'homme qui depuis son fief de Maranello envoie ses voitures dominer le monde. Il avait toujours le dernier mot, notamment pour le choix des pilotes. Et à ce propos, Enzo avait un don pour stimuler la concurrence en interne. C'est une des raisons de la grandeur de Ferrari. D'après certains de ses collaborateurs, on le disait plus préoccupé par ses mécaniques que par ses hommes. Mais Enzo se montrera beaucoup plus familier et protecteur avec un pilote en particulier, Gilles Villeneuve. C'était, d'après les dires des personnes l'ayant côtoyé, le soleil de ses vieux jours. Il lui rappelait beaucoup Tazio Nuvolari. Mais malheureusement, lorsque la saison 82 emporte Gilles Villeneuve, Didier Pironi et le titre pilote qui lui était promis, la Scuderia sombre dans une longue période de disette et Enzo ne verra plus aucun de ses pilotes remporter le titre. Malgré ses défaites en Formule 1, Enzo continue d'être le chef d'orchestre de la marque Ferrari, notamment pour ses voitures de série. Et malgré la 80aine passée, je sais pas si ça se dit comme ça 80aine, mais on s'en fout, Enzo avait quand même des idées géniales, au sens littéral. Malgré la réussite de la 288 GTO, il n'aimait pas la tournure que prenaient les voitures de sport, même les siennes. Alors il ordonna la construction d'un nouveau modèle qui sortira en série limitée. Il donne l'esprit qu'il souhaite à ses ingénieurs. Il veut en fait une voiture pour les amateurs de la conduite sur circuit. Enfin, pas que ça parce que ça fait un petit peu léger, mais en gros voilà. Ainsi est née la Ferrari F40. Avec celle-ci, Enzo a réussi à renouer avec la tradition des séries spéciales sportives qui sortent à intervalles réguliers. Plus récemment, la F50, la Enzo ou plus récemment la Ferrari en sont des exemples. Un dernier rebondissement a lieu dans la vie d'Enzo lorsqu'on apprend que quelque temps avant sa mort, le directeur administratif de la Scuderia Ferrari, Piero Lardi, n'est d'autre que son fils caché, et Piero le succédera quelque temps plus tard. Car Enzo était atteint de diabète. Pour l'anecdote, le 4 juin 1988, Enzo n'était pas présent à Maranello lorsque le pape Jean-Paul II lui a rendu visite. 2 mois plus tard, après avoir refusé l'hospitalisation, Enzo Ferrari s'éteint le 14 août dans la ville qu'il a vu naître. Sa mort ne sera rendue publique que 2 jours après, et dans un calme absolu. Les gens de Modène ne savaient même pas qu'il était décédé. C'était son souhait. Et comme la vie est bien faite,
À peine un mois plus tard, à Monza, Gerhard Berger et Michele Alboreto offrent le doublé à Ferrari. La seule défaite de McLaren cette année. C'est beau. Combien souvent ce n'est qu'après la mort qu'on évalue la grandeur d'un homme. Et quand on regarde ce qu'est devenu Ferrari aujourd'hui, quelle marque prestigieuse Ferrari est aujourd'hui, on se dit qu'Enzo Ferrari a bien fait d'avoir résisté au fascisme pendant la guerre et à Ford dans les années 60. Après, il n'était pas sans défaut. Enzo était quand même très têtu et à l'ancienne. Par exemple, dans les années 70, il s'est retrouvé face à un représentant Marlboro qui lui a parlé d'un possible sponsoring et Enzo lui a répondu « Mes voitures ne fument pas et ne fumeront jamais. » Encore mec, t'as pas vu ce qui se passe actuellement, bref. Ou alors quand l'ingénieur Carlo Kitty lui a suggéré de déplacer les moteurs de ses Formule 1 de l'avant vers l'arrière. Le commendatore lui a répondu ça. Les bœufs ont toujours tiré la charrue. D'ailleurs, vous savez qu'Enzo n'aimait pas être appelé le commendatore parce que ça faisait un petit peu, ça faisait titre fasciste en fait. Il préférait être appelé Ingegnere. parce que c'est un diplôme qu'il a obtenu à l'université de Modène ou encore Il capo. c'est comme ça que ses ouvriers l'appelaient. Merci blabla. Enfin, pour terminer avec cette vidéo, je vous laisse avec une révélation qu'a laissé Enzo Ferrari vers la fin de sa vie. Je me sens bien seul au terme d'un parcours marqué par tant d'événements, et j'éprouve un certain détachement envers cette terre desséchée que je suis devenu, où l'espérance n'aurait pu recourir que si elle avait été arrosée par l'amour d'un fils. Mesdames et messieurs, je dois vous dire que quand j'ai eu l'idée d'écrire une vidéo sur Enzo Ferrari, je ne pensais pas que ce serait aussi intéressant et aussi complet en fait. Et j'espère que j'aurai bien réussi à vous la partager. Je remercie grandement Blabla F1 qui a prêté sa voix pour les citations d'Enzo Ferrari. Vous êtes fortement conseillé d'aller voir sa chaîne YouTube qui est géniale et aussi d'aller suivre sur les réseaux sociaux. Mais tout ça, c'est dans la description juste en dessous. Et pour moi, vous pouvez faire pareil, vous abonner et aller me suivre sur les réseaux sociaux. C'est aussi en description en bas. Continuez d'aimer le sport auto, continuez d'aimer Ferrari. À la prochaine, salut les fans.